Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mediapro, l'émission qui décrypte pour vous le monde des médias et de la télévision. Nous allons aborder ce soir 3 sujets liés par la thématique et le traitement. La chaîne israélienne I24, la chaîne d'info continue française BFM TV, qui appartient au même homme d'affaires, Patrick Drahi. Et enfin, on parlera de l'entrée en campagne très forte d'Éric Zemmour dans la présidentielle française, avec une vidéo de campagne très polémique. Pour en débattre avec toutes ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir un expert venu de Paris, Reda Hariresh, spécialiste dans la gestion des conflits. Bienvenue Reda. Et bien sûr notre chroniqueur Faisal Mataoui, journaliste à Algérie H24, le site d'information générale. Bonsoir Salim, bonsoir aux amis téléspectateurs. Alors, avant de commencer ce débat, je voudrais vous montrer un sujet que Al24 News avait réalisé, justement, lors d'une campagne anti-algérienne de la chaîne israélienne I24. Regardez. Alors, messieurs, on parle beaucoup, justement, de la présence des médias payés par des lobbies sionistes, mais on n'avait jamais parlé d'une chaîne de télévision continue israélienne qui s'adresse aussi bien au monde francophone qu'au monde arabophone. I24 a été créé en 2013. Pourquoi justement cette date? Pourquoi cette ouverture justement pour le monde arabe, mais aussi à l'époque on l'avait créé pour contrecarrer Al Jazeera. Alors pourquoi avoir attendu 2013 pour lancer un média d'information de nationalité, on pourrait dire israélien, mais de droit français? News 24, elle est installée, le siège social est au Luxembourg. Et elle est à Jaffa, en Israël. L'une des raisons, c'est justement Al Jazeera. Parce que le fondateur de la chaîne, Patrick Drahi, avec Franck Medloul, qui était anciennement à France 24, disait que nous devons contrecarrer Al Jazeera. Parce que on s'est rendu compte en Israël que la couverture, notamment des bombardements israéliens sur Gaza, sur le sud Liban, a été largement couverte par Al Jazeera, qui avait des correspondants de guerre sur place qui rapportaient aussi en live des images de choc. On a vu ce que provoquait le bombardement, notamment des maisons à Gaza, des victimes civiles, etc. Et ces images ont fait le tour du monde. Mais à l'époque, il y avait 2 chaînes qui non seulement Al Jazeera, mais il y avait l'Aqsa TV, qui est la chaîne d'information du Hamas, et il y avait El Manar, qui était la chaîne du Hezbollah, qui diffusait des images exclusives sur le conflit dans la région. Oui, mais les 2 chaînes sont liées à des idéologies. Tout à fait, mais bon... mais Al Jazeera était beaucoup plus professionnelle dans la mesure où elle faisait parler aussi des Israéliens. Les officiers israéliens intervenaient à Al Jazeera, y compris parmi eux, le porte-parole de l'armée israélien qui parle bien la langue arabe. Et donc, en Israël, E-News est une chaîne privée. Ce n'est pas une chaîne de l'État israélien ou d'Israël, mais c'est une chaîne privée, mais qui est là au service donc du discours médiatique israélien. D'abord, elle a été lancée en France, et à mon savoir au début, puis on s'est rendu compte qu'il faut aussi parler en arabe, puisque le monde arabe, tout le monde voudrait parler au monde arabe, comme on l'a déjà évoqué dans une précédente émission. Tous les grands pays maintenant ont des chaînes en langue arabe, BBC en Grande-Bretagne, RT en Russie. Pour la chaîne arabe, ils ont recruté des journalistes égyptiens à l'époque. Égyptiens, et il y a des journalistes, il y a 35 nationalités à News. Oui, mais 35, en matière de journalistes arabophones, c'est les Égyptiens et un peu les Français. Je pense même Arabes Israël, sur les Arabes qui sont à l'intérieur, travaillent. Il y a 150 journalistes. Ils ont tous les moyens. Et c'est une chaîne qui tente de faire de donner les différents points de vue. C'est-à-dire que, y compris ceux qui critiquent Israël, parfois passent sur cette chaîne. C'est une manière peut-être de donner la crédibilité à la chaîne pour... d'installer un débat contradictoire. Et pour donner une image de... Une crédibilité médiatique. Et s'éloigner de la propagande. Parce que dès son départ, on lui a collé l'image d'une chaîne de propagande. Donc Israël a compris qu'elle a besoin de parler de l'intérieur. Parce que généralement, il y a beaucoup de médias, notamment à travers le monde, qui défendent d'une manière ou d'une autre les thèses israéliennes, notamment par rapport à la question palestinienne, par rapport au droit de retour des Palestiniens, aux différentes initiatives de paix. Et donc cette chaîne est là pour justement relier le discours de la politique extérieure d'Israël. Mais dans le passé, peut-être Reda pour en parler, dans le passé, les Israéliens et quelques lobbies payaient des médias européens et parfois américains pour parler de la politique israélienne.
tout à fait, effectivement. Mais sauf que cette fois-ci, depuis la dernière décennie, depuis le déclenchement du printemps arabe, il y a quand même une approche politique qui est beaucoup plus directe de la part d'Israël vis-à-vis des pays arabes. Et justement, cette chaîne-là, elle veut agir au niveau de 3 points. Donc le premier point, elle a une stratégie marketing qui consiste tout d'abord à élargir son audimat au niveau des pays francophones, essentiellement en France, dans les pays d'Afrique du Nord et en Israël même. Le deuxième point, elle se veut être quand même un pont entre les mondes arabes et le monde juif, d'une manière générale, voulant par là favoriser les échanges culturels et autres. Et enfin, le troisième et dernier point, avec le processus et les processus de normalisation diplomatique entre différents pays arabes et Israël, I24 veut aussi apporter son éclairage, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un pays arabe qui se rapproche d'Israël, elle est là pour accompagner d'un point de vue médiatique cette démarche-là. Donc il faut tenir compte de sa stratégie qui est au niveau de 3 points. Donc il y a une démarche marketing, une démarche purement culturelle et une troisième diplomatique. Voilà. Donc c'est pas médiatique agressif comme Oui, le font certaines pas, chaînes. Non, pas du tout. Parce qu'elle elle se veut quand même être en quelque sorte le nouveau visage d'Israël, puisque Israël est en train progressivement de normaliser ses relations diplomatiques aussi bien au sein d'un certain nombre de pays arabes qu'en Afrique même. Donc elle a tout intérêt à présenter un visage qui serait beaucoup plus convenable. C'est un soft power israélien, mais c'est d'une autre forme. C'est-à-dire, au lieu de rester dans les chaînes israéliennes comme la radio, la fameuse radio de l'armée israélienne, qui est souvent citée comme source par les agences de presse internationales, ou la chaîne 10, qui est très célèbre en Israël, ou d'autres chaînes, qui utilisent toujours le même langage par rapport au monde arabe. Le monde arabe qui nous vaut du mal, les musulmans qui veulent nous attaquer. Ils ont complètement changé de stratégie, probablement bien conseillé par Patrick Drahi, qui est un franco-suisse d'origine juive, né au Maroc, résident en Suisse, donc il est un peu partout. Et donc ils ont compris à un moment donné, à partir de 2013-2014, qu'il faut parler au monde autrement. Autrement, en utilisant peut-être un langage particulier pour faire véhiculer l'idée. Parce que même les débats qui sont faits au niveau de cette chaîne, on peut intervenir beaucoup de monde du monde arabe. Alors le directeur général de la chaîne, c'est Franck Melloul, ancien directeur de stratégie de France 24, mais ancien directeur de communication de Villepin. Est-ce que la touche un petit peu médiatique ou l'expérience française a servi dans I24 ? Je pense qu'au début, I24, il y avait beaucoup de touches françaises. C'est vrai que Franck Melloul, qui a beaucoup... Paul Amar, qui est directeur de l'info, qui est ancien présentateur de France Télévisions. Oui, Paul Amar, absolument. Et Franck Melloul, qui connaît très très bien la stratégie des médias. D'ailleurs, il a grandement contribué au lancement de France 24 oui. Avec ses 3 canaux. Il était directeur de stratégie. De stratégie en arabe et en français. Je pense qu'il est même venu en Algérie à un moment donné lors du lancement. Exactement. Oui. Et donc, au début, c'est vrai qu'il y avait un peu de touche de médias français, mais au fur et à mesure, on a vu que la chaîne a évolué. Elle a commencé à s'éloigner en adoptant son propre langage, en intervenant beaucoup de monde, pas uniquement des Français, des Algériens, des Marocains, alors, un peu du alors, monde Faisal, arabe. ma question est un peu plus directe. Est-ce qu'on peut considérer que I24 est un clone de France 24 ? Non, je ne pense pas. Non, je pense pas. Ce n'est pas les mêmes visions. C'est pas les mêmes visions. C'est pas la même stratégie. Non, c'est pas le même stratégie. Alors que c'est le même directeur de stratégie. Oui, oui, les directeurs de stratégie des médias évoluent un peu partout dans le monde. Ils sont très sollicités. Mais ce n'est pas du tout le même objectif. C'est une chaîne qui a été lancée je pense, avec l'accord du gouvernement israélien, qui a aussi besoin de parler autrement avec les autres, parce que ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, Israël s'était isolé sur le plan médiatique, même si elle avait beaucoup de relais. Ce qui est tout à fait normal dans un État qui se veut en guerre permanente dans des médias internationaux. Est-ce que vous saviez que c'était une chaîne qui a été rachetée pour devenir I24 ? C'est Guysen TV, qui a été créée par Guy Senbel
en 2003 et qui a été racheté en 2013 par Patrick Drahi pour faire justement I24. Oui, justement, Patrick Drahi est connu pour ça. Il rachète les C'est un entreprises en racheteur faillite. compulsif de chaînes. Il a racheté des médias, il a racheté Libération, l'Express. L'Express, oui, je pense qu'il tout a à fait. revendu. L'Express a été revendu à SFR à un moment donné. On va parler de BFM TV plus tard. Oui, BFM TV. Donc lui, il rachète et il reprend. Bon, c'est une stratégie commerciale. C'est un mania des médias. Absolument. Il a commencé avec le câble, Numéricable, Câble Sud, etc. Câble Sud, ouais. Et il a compris que les médias, c'est aussi une grande économie, que ça peut rapporter beaucoup d'argent. Surtout les questions d'acquisition, revente, rachat de médias. Et c'est un peu spécialisé. C'est pas un homme des médias, mais il a appris en cours de route qu'on peut faire, lui et Bolloré, Dassault et tous les autres hommes d'affaires français. Alors, I24 a servi un petit peu la propagande du Marzan, mais aussi la propagande israélienne pour défendre le dossier du Maroc pour le rapprochement avec Israël. Mais laissez-moi vous montrer une vidéo qui a été diffusée où I24 dénonçait justement ou révélait, si vous voulez, le soutien du Maroc dans la guerre entre Israël et les pays arabes. Regardez. Voilà, c'est un fait historique assez important qui a été révélé par I24 pour griller un petit peu les cartes du Maroc et révéler que, en fait, Hassan II avait trahi les siens. Ce qui se passe, c'est que cette information, en fait, elle est déjà tombée dans le domaine public depuis quelques années. Mais pas sur une télévision. Il y a quelques télés qui en ont parlé très très rapidement comme ça. Et brièvement. Mais, voilà. Mais donc I24 l'a développé parce qu'elle ne prend aucun risque à divulguer une information qui est déjà largement connue. Mais ce qui est bien, c'est de revenir sur cette étape charnière en 1965, lorsque le sommet de la Ligue arabe a eu lieu au Maroc. Ce qu'ils disent pas, par contre, c'est que Hassan II, le mobile de Hassan II, il a voulu en quelque sorte se venger d'abord du soutien de l'Égypte vis-à-vis de l'Algérie en 1963, quand il y a eu la guerre des sables. L'Égypte a prêté quand même main forte à l'Algérie, aussi bien au niveau de l'OUA que des instances internationales. Et le Hassan II s'est retrouvé en quelque sorte coincé en 1963, puisqu'il n'a pas pu mener à terme son opération qui était de passer par Tindouf pour en fait s'emparer carrément de la Mauritanie. C'était son objectif initial. Donc l'opération a capoté, et puis il y avait un peu cette crainte-là de voir un pays révolutionnaire comme l'Égypte prendre le leadership de tous les pays arabes. Et donc, aussi bien le Maroc de Hassan II que les monarchies du Golfe commençaient déjà à se méfier de ce leadership de Nasser. Donc, c'est ce qui n'a pas été expliqué. Donc, à partir de, oui, tout à fait. Donc, à partir de 1965, il y a effectivement un rapprochement entre les deux pays et qui a débouché sur la filature notamment de Mahdi Ben Berka. Ça a été la première étape. Et puis par la suite, il y a eu toute une série d'autres étapes, dont notamment le rapprochement entre l'Égypte de Sadat, Anwar Sadat, le successeur de Nasser, et Israël de Menahem Begin en vue de préparer les accords de Camp David. Cette image a plus de 3 ans. Est-ce que tu penses, Faisal, qu'à l'époque, justement, lors de la diffusion de ce reportage ou de cette révélation, I24 planifiait justement un rapprochement avec le Maroc? Les relations entre Israël et le Maroc existent depuis longtemps, puisque côté marocain, on a toujours dit qu'il y a beaucoup de juifs d'origine marocaine qui sont en Israël. C'est une très forte communauté. Qui existent, ils sont toujours au Maroc. Au Maroc, et certains sont Israël. Ils ont constitué une véritable force de frappe en Israël. Ils ont beaucoup œuvré pour le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv pour aller à des relations dans le cadre de ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Après, bien sûr, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, malgré ces problèmes. Et le Maroc, et c'est une manière aussi peut-être de faire pression. Maintenant, l'histoire de cet assassinat elle est très intéressante, parce que en fait, et ça c'est un auteur israélien qui le dit, il s'appelle Ronen Bergman, qui a publié en début 2020 un livre qui s'appelle « Lève-toi et tue le premier ».
l'histoire secrète des assassinats ciblés commandités par Israël. Là, dans ce livre, c'est un Israélien, lui, c'est un journaliste au New York Times, qui dit qu'il y avait un échange, en fait, entre les écoutes des dirigeants arabes, offerts par le roi Hassan II. La contrepartie était l'assassinat d'un opposant, qui était Mahdi Ben Bakar. Et Mahdi Ben Bakar n'a pas été tué directement par le Mossad, parce que le Mossad, il a On son parle des méthode. services français à l'époque. Ils ont préparé l'opération parce que c'est des spécialistes dans les assassinats ciblés. C'est même raconté dans beaucoup de livres, y compris par des anciens agents. Y compris du l'affaire Mossad. Munich, hein. Oui, l'affaire Munich et d'autres affaires. Mohamed Boudia et compagnie. C'est pour dire qu'il y a la diplomatie officielle, la diplomatie parallèle et la diplomatie de l'ombre. Et ça, c'est une histoire qui raconte que les liens entre Marocains, enfin, entre les autorités marocaines et israéliennes ne datent pas d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé dernièrement n'est en fait qu'une normalisation, qu'une officialisation de relations anciennes. Les dirigeants marocains eux-mêmes le disent. Voilà. Reda, comment justement tu analyses ce rapprochement entre, médiatiquement, hein, entre le Maroc et Israël? Vous faites bien de préciser. Médiatiquement. Oui, vous dites médiatiquement. Les relations entre Israël et le Maroc n'ont quasiment jamais été rompues. Dès l'indépendance du Maroc en 1956, il y a toujours eu des contacts permanents, directement ou indirectement, entre ces deux États. Pourquoi? Parce qu'en 1956, déjà, le Maroc a contribué à l'Alia, c'est-à-dire au départ des Juifs vers Israël, l'Alia, c'est-à-dire le retour. Et donc, et même le roi du Maroc, le sultan du Maroc de l'époque, a accepté de vendre chaque citoyen juif du Maroc pour la somme de $200 par tête. Ils l'ont fait. Donc il y a une transaction, carrément une transaction financière. Puisqu'un bateau n'est jamais arrivé à Israël. Alors il y a un bateau effectivement qui a coulé, juste pas loin des côtes. Oui, oui, tout à fait, au niveau du Nil, qui n'est pas très très loin de Melilla. Tout à fait. Voilà, que ça a eu lieu, donc ça avait fait une polémique à l'époque, mais donc dès l'indépendance du Maroc en 1956, dès le départ, il y a toujours eu des contacts permanents et réguliers entre le Maroc et Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, actuellement, il y a moins d'1 million d'Israéliens qui sont originaires du Maroc. Donc c'est le pays qui a contribué le plus d'un point de vue démographique en Israël. C'est quasiment la première communauté arabe en Israël. La communauté alors les Juifs du Maroc, parce ouais. que les séfarades, ça concerne l'ensemble de Est-ce qu'il y a une différence? Comment? Est-ce qu'il y a une différence entre les Juifs séfarades et les Juifs marocains? Alors, d'un point de vue sémantique, il faut préciser que Juifs séfarades, ça concernait les Juifs de la péninsule ibérique à l'origine. À partir du XVIe siècle, lorsque ceux-ci ont été obligés de quitter l'Espagne et le Portugal après notamment la chute de Grenade le 2 janvier 1492. Les inquisitions. Voilà. Ils sont, pour une bonne partie d'entre eux, ils sont venus en Afrique du Nord et dans le reste de l'Empire ottoman. Donc les Juifs, on a utilisé à partir de ce moment-là le terme juif séfarade pour parler des Juifs d'Afrique du Nord. Voilà. Mais il faut, à l'intérieur du monde séfarade aussi, on trouve par exemple des distinctions entre les Juifs égyptiens, les Misraïm, par exemple, et d'autres Juifs, notamment ceux du Moyen-Orient. Et ceux de l'Europe de l'Est aussi. Alors, les Juifs d'Europe de l'Est, ce sont les Ashkénazes, oui. Les Juifs d'Europe de l'Est et d'une manière générale d'Europe, ce sont les Ashkénazes, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, on termine ce volet de I-24 par une question. Vous savez que I-24 n'était pas capté en Israël. Oui. Il a fallu attendre un vote du Knesset en 2018. Donc, depuis 2013 à 2018, ça veut dire 5 ans, la chaîne n'était captée qu'en Europe et essentiellement dans le monde francophone. Et il a fallu attendre 2018 pour que la chaîne soit diffusée sur la région d'Israël. C'était pas une interdiction, c'était parce que la loi israélienne. Il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui a le monopole sur le câble, tout à fait. satellite, etc. Donc, mais lui, il a le monopole sur le câble. Absolument. Et la chaîne a été obligée d'utiliser tous les mécanismes de la publicité en disant que la chaîne. Ils ont fait une campagne médiatique assez importante. En disant que c'était le dôme de fer et 24 News était le dôme de fer de l'information. Pour dire.
pour aller dans la L'homme de fer, sémantique. c'est un peu exagéré. Oui, non, pour aller dans la sémantique militaire. L'homme de fer israélien qui défend prétendument les territoires des attaques extérieures. Donc, ils ont fait une immense opération de publicité. Là, ils ont fait appel à tous les ressorts. Mais en fait, la chaîne était surtout adressée à l'opinion internationale, étrangère, pas à l'opinion israélienne. Alors, une question de plus, hein. Je me pose la question. I24 s'est installé aux États-Unis en force en recrutant des anciens journalistes de CBC, de CNN, etc. Pourquoi I24 a besoin de s'installer aux États-Unis alors qu'elle bénéficie d'une large couverture des médias américains, que ce soit républicains ou démocrates? Oui, mais c'est pas la même chose, parce que les médias américains, c'est vrai qu'ils ont des lignes éditoriales, mais ils sont obligés aussi d'aller dans l'équilibre, ils sont obligés de donner la parole à tout le monde. Et visiblement, à Tel Aviv, ceux qui suivent un peu la stratégie de communication, notamment aux États-Unis, ils ont compris qu'il y a beaucoup de la cause palestinienne a beaucoup de sympathie, y compris dans certains médias plus ou moins de progressistes, de gauche ou proches des thèses, disons, arabes, etc., qu'il fallait aussi influencer d'une certaine manière l'opinion. On dira que c'est de bonne guerre, parce que c'est aussi une guerre médiatique. Les idées comme celles relatives à la Palestine ou à des causes comme celle-là ont besoin de télévision, ils ont besoin de relais. Et c'est pour ça que la chaîne s'est installée, d'autant plus qu'Al Jazeera émet là-bas en Amérique du Nord. Ils ont un grand bureau à Washington. Un grand bureau à Washington, elle les met en anglais. Elle a commencé même à bousculer des chaînes comme CNN International et même Russia Today, Fox News, etc. Et donc, le fait qu'il y a plus de voix que d'habitude a obligé donc E-News à se redéployer en Amérique du Nord, probablement en attendant de se redéployer en Amérique du Sud. Oui, Reda. Oui, et puis je voudrais préciser aussi que si elle a choisi de s'installer en Amérique du Nord, c'est parce que la communauté juive des États-Unis, c'est la première communauté dans le monde. Celle de New York, il me semble. Alors, si on prend les États-Unis dans son intégralité, ils représentent quasiment 45% des Juifs dans le monde. Ouais. Ah oui, hein? Ah oui, À il y a New plus York de et 6 millions de à À Juifs. New York, c'est la plus grande communauté. Alors, Miami New York, Miami, ce sont les plus grosses agglomérations, mais il y a aussi Los Angeles. Oui, vous avez Los Angeles, San Francisco et un peu partout. Parce que les États-Unis, ce sont quand même une cinquantaine d'États. Et les 50, si vous prenez les 50 États des États-Unis, même jusqu'à Hawaï, c'est les démographes estiment que c'est entre 40 et 45% de l'ensemble des Juifs du monde. Donc ils sont là-bas, aux États-Unis. Donc il y a l'effet démographique. Et puis un deuxième effet, c'est que, entre guillemets, ils sont censés être des Juifs libéraux majoritairement, et ce sont les moins sionisés, et c'est ceux qui ont soutenu à 70% Barack Obama face aux candidats républicains, et ils sont plus enclins à un rapprochement vis-à-vis des Palestiniens que le reste des Juifs qui sont en Europe notamment. Oui, d'ailleurs ils ont manifesté les Juifs de New York, oui. y compris les religieux orthodoxes. Ils ont manifesté lorsqu'il y avait des bombardements israéliens sur Gaza et en proclamant qu'ils ne reconnaissaient même pas l'existence d'Israël. Parce qu'il y a une position, les Juifs de New York et ceux de Miami sont très divisés sur cette question. Peut-être ça explique, comme l'a dit Reda, le redéploiement de la machine médiatique des 24 News. Alors, quand tu parles de redéploiement, je voudrais préciser un truc. Actuellement, I24 emploie 300 personnes employées dans le monde. Elle a 5 studios, un à Tel Aviv, Paris, New York, Los Angeles, Washington. Et récemment, et ça n'a pas été encore trop médiatisé dans les médias français, c'est à Abu Dhabi. Oui, dans le monde arabe, oui. Dans le monde arabe, premier bureau au studio de I24 dans un pays arabe, c'est Abu Dhabi. Pourquoi Abu Dhabi, pas Dubaï? Oui. Première question. Deuxième question, oui. Est-ce que tu penses, Faisal ou Reda, vous pensez que on verra un bureau de I24 à Rabat? Oui, je pense, oui. Rien n'empêche, maintenant qu'il y a une normalisation. I24 News s'est installé à Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats, pas à Dubaï. Dubaï, où il y a le Madina al-I'lamiyya, la cité médiatique. Il voulait éviter les médias arabes? Non, je pense qu'il voulait s'installer au cœur de la décision aux Émirats arabes. Ah, ça, c'est une bonne réflexion. C'est une manière donc d'être présent, de marquer la présence et de véhiculer bien sûr un nouveau message. Vous signifiez aussi que les médias arabes ne sont pas dans la bonne capitale. C'est possible. C'est bon possible. Non, il y a une bonne réflexion derrière. On sent qu'il y a c'est planifié. C'est planifié, oui. Surtout, au-delà de la planification, il y a un ciblage qui est fait. Il y a quand même une distinction entre Dubaï
et Abu Dhabi. Pourquoi? Parce que les Israéliens savent pertinemment que les Émirats arabes unis, ce sont plusieurs Émirats, et que les deux Émirats les plus importants sont Abu Dhabi et Dubaï. Donc, lors de la crise financière qui a eu lieu en 2008, la crise mondiale, Dubaï a commencé à péricliter. D'accord. Et elle s'est retrouvée même endettée. Par rapport à Abu Dhabi. Alors, Abu Dhabi, qui a près de 80% du pétrole des Émirats arabes unis, c'est elle qui est venue renflouer les caisses de l'Émirat de Dubaï. D'accord. Mais en échange, d'un point de vue politique, c'est eux qui priment maintenant. Donc, ça a été une décision ciblée par rapport aux plus grands contributeurs et donc le plus influent, au-delà du fait que Abu Dhabi soit la capitale des Émirats arabes unis. Et à suivre un peu la diplomatie israélienne actuellement, je pense que la chaîne va se redéployer en Afrique. Parce que maintenant, vous savez que la machine diplomatique israélienne est en train de cibler, elle a utilisé tous les ressorts de toute la diplomatie, pas uniquement officielle, parce qu'il y a d'autres formes de diplomatie, culturelle, économique, etc., et médiatique également. Et cette chaîne, je pense qu'elle va être présente dans le continent africain dans le futur. Voilà, merci messieurs pour cette vraiment, disons, un décryptage très large sur le média israélien I24. On fait une petite pause et on revient sur un autre média du même propriétaire, Patrick Drahi. Alors, elle a un slogan, BFM TV, première chaîne d'info de France. Depuis l'ouverture du champ audiovisuel français en 1981, la privatisation de TF1 et l'ouverture justement, l'arrivée des chaînes privées comme Canal+ et M6, on n'avait pas vu de révolution audiovisuelle et médiatique depuis l'arrivée des chaînes d'infos, notamment iTélé, CNews, bien sûr, qui fait partie du même groupe, mais surtout BFM TV qui a été créé en 2005 par justement Patrick Drahi. Alors, comment vous analysez le lancement de cette chaîne et son arrivée sur le champ audiovisuel français? Parce qu'avant, quand un responsable politique français ou un homme des médias ou une personnalité sportive ou même du showbiz passait sur TF1 en priorité, aujourd'hui BFM TV concurrence la première chaîne de France. Oui, c'était une tendance, parce que 2005, c'était un peu le début des années 2000, et c'était un peu partout dans le monde, pas uniquement en France. Il y avait la mode TNT. TNT, et la mode aussi de télévision sur le câble, sur satellite, sur IPTV, les télévisions sur Internet, mais également les chaînes d'information continue. BFM, à l'origine, c'est une radio. C'est Business Radio qui comme était Beurre TV, un petit peu. Comme Beurre TV, qui a donc évolué vers une chaîne de télévision. Maintenant, je pense que c'est la deuxième chaîne vue en France, après TF1, parce que TF1 reste toujours la première chaîne vue en raison de son caractère généraliste, divertissement etc. et divertissement. 20 millions à 22 millions de téléspectateurs sur ton week-end, et que paradoxalement, c'est une chaîne qui a eu beaucoup de succès, paradoxal avec les manifestations des Gilets jaunes. Les mêmes Gilets jaunes qui allaient manifester devant les locaux de la chaîne. Ils avaient même des slogans contre la chaîne parce que pour eux, c'était de l'orientation. Et on a vu Céline Pigalle, qui est la directrice des informations de la chaîne, descendre, discuter avec les manifestants, parce que les manifestants regardaient beaucoup cette chaîne. Elle a même tenté de ramener quelqu'un qui représente les Gilets jaunes au studio. D'ailleurs, les Gilets jaunes l'appellent BFM Macron. Absolument, parce que ça a été créé par un homme d'affaires. Oui, et évidemment, elle va dépendre du milieu des affaires, qui considéraient comme les manifestations de Gilets jaunes comme une menace pour eux, pour leurs affaires. C'est la même chose pour CNews, enfin ex-télé, qui est maintenant très critiqué en France pour notre chose, pour devenir Zemmour TV, etc. Et donc, les chaînes de Bolloré, de Dassault et de Drahi, de défendre des points de vue idéologiques, politiques clairs. Et BFM, donc, s'est imposé, mais en essayant d'équilibrer le travail. C'est vrai que leurs journalistes ont été agressés par des manifestants, des caméras cassées, etc., qui leur reprochaient de ne pas suffisamment relier la parole des Gilets jaunes. Mais c'est une chaîne qui s'est imposée dans la mesure où elle essaie de donner la parole à tout le monde. Parce qu'on a vu que dans cette campagne électorale ou préélectorale pour la présidentielle française de mars 2022, toutes les idées passent, y compris en critiquant les candidats de droite, alors qu'ils supposaient dépendre des idées de droite. Et donc, ce besoin d'information a été accompagné par cette chaîne qui est omniprésente. Et d'ailleurs, même Macron,
le président Macron l'a critiqué dans un livre en disant toute la journée la chaîne diffuse tout va mal en France, tout va mal, ça va devenir c'est pénible de regarder la chaîne. La directrice de l'information lui répond: Monsieur, ne regardez pas la chaîne toute la journée. Et donc c'était une drôle de réponse, mais pour dire que c'est une chaîne qui effectivement a gagné en influence. Ouais. Elle fait un travail professionnel, cela dit, hein, sur certains aspects. On sent qu'il y a un travail professionnel sur l'image, sur les débats. Tout à fait. Sur les moyens, il y a des moyens aussi. Il y a beaucoup de moyens, oui, pour cette chaîne. Oui, Reda, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Oui, ce que je peux rajouter, c'est extrêmement important, c'est que BFM, par exemple, des chaînes maintenant comme BFM et comme CNews, lorsqu'il y a des élections, bon, ce ne sont pas elles qui vont faire les élections, mais c'est elles qui vont influencer le choix, oui, l'opinion. Pourquoi plus que les grandes chaînes. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute la journée, ils repassent en boucle. Oui. Donc c'est une répétition. Et finalement, on s'est rendu compte que les citoyens, ils avaient tendance, enfin, pas tous, mais une bonne partie de l'opinion publique, si ce n'est pas au moins 50%, ont tendance à aller zapper CNews ou BFM TV et non pas à regarder les grandes chaînes comme TF1 ou comme France 2 qui servent à autre chose, entre guillemets. Donc c'est plutôt les grands médias qui sont alignés sur des thèmes qui sont cadrés et choisis par ces chaînes d'information continue. Et donc c'est elle qui... Oui, l'histoire des images en boucle, effectivement, la chaîne les images en boucle, a été critiquée pour cela, parce que la répétition, vous savez, ça fait, quand on répète la même chose pendant toute la journée, effectivement, ça va bien entrer dans la tête des gens. Voilà. Et la chaîne a été aussi critiquée à un moment donné par rapport au montage, le montage mensonge. Parce qu'il y a même des chaînes YouTube c'est des anti-BFM qui critiquaient. Ils ont fait un décryptage. Décryptage de leur information, notamment une information par rapport à un musicien qui a été agressé par des policiers. Tout à fait, oui. C'est un batteur d'un groupe et la chaîne a dit à diffusé les images de sa caméra cache. En disant voilà, non attention, ce monsieur n'est pas blessé, mais il est maquillé. Il s'est maquillé avec le sang. Et ça a été vraiment c'était un choc pour la chaîne. Mais la rédaction et les responsables de la chaîne ont effectivement pris en compte ces critiques. Alors, beaucoup de critiques, notamment la presse spécialisée en audiovisuel en France, identifiaient BFM TV comme une chaîne anti-beurre blanc rouge, si on veut dire. Donc, tout ce qui est maghrébin, africain et même parfois musulman sont souvent très mal représentés par la chaîne. Oui, parce que c'est une chaîne qui dépend des thèses de droite. Parfois, à un moment donné... Parfois, on pense que c'est même extrême droite. C'est parfois d'extrême droite, vu les les éditorialistes qui travaillent pour elle, vu les choix des invités. Bon, elle est moins extrémiste, entre guillemets, que CNews, qui est une chaîne qui est devenue complètement... qu'elle n'était pas. Au début, oui, au début. Oui. Mais, quand elle était iTélé, elle n'était pas comme ça. Oui, parce qu'il y avait une orientation, peut-être dans un souci de concurrence avec BFM, parce que iTélé n'a jamais pu atteindre les audiences de BFM, y compris LCI, qui est la chaîne d'information de TF1. Mais c'est effectivement les thèses ou les idées qui sont défendues. Si on voit à longueur de journée ou si on voit pendant une semaine, on voit que c'est les idées anti-immigration, violence. Les violences sont intensifiées lorsqu'il y a des violences urbaines, lorsqu'il y a la fin d'année. En France, il y a toujours des voitures qui sont BFM TV a explosé lors des attentats de Paris, où elle a vraiment fait une large couverture sur les attentats, sur les réactions des gens, sur les analyses. Elle a en permanence ramené des experts dans le djihadisme, spécialisés dans le terrorisme, qui ont un petit peu allumé le feu un petit peu à Paris. Oui, qui disent pratiquement la même. BFM TV en France, c'est un peu la Fox News. La Fox News. D'ailleurs, c'est bien que tu en parles, parce que c'est une chaîne américaine. On sent qu'il y a le marketing audiovisuel de BFM TV, c'est pas le marketing de TF1 ni de France 2. Oui, absolument. On sent qu'il y a un travail. D'ailleurs, la première réflexion que j'ai eue quand j'ai vu le logo de BFM TV, ça me rappelle les chaînes de news à Los Angeles où tu as le micro qui est collé au logo, tu as des vannes qui sont avec
avec une parabole sur le toit, qui sont constamment à l'affût de chaque événement, chaque actualité. Et parfois, on intensifie des faits qui sont anodins. Et Oui, d'ailleurs, oui, voilà, ce n'est pas par hasard que BFM C'est TV a lancé presque comme les chaînes de télévision privées américaines Oui. qui font du fait divers, quoi. du fait divers. On parle d'un char écrasé, on parle d'une Oui, voiture, c'est ça, de choses qui sont inutiles pour le téléspectateur, selon notre vision, parce que probablement que ça plaît aux Américains. Mais BFM va dans le même sens, parce que BFM TV a lancé beaucoup de chaînes. Dernièrement, en juillet seulement, elle a lancé BFM Marseille. Parce que la chaîne est en train de se redéployer à l'intérieur de la France pour aller justement dans ce sens américain de chaînes qui retransmettent n'importe quoi et n'importe où. Il y a la grosse chaîne BFM TV qui est à Paris. Il y a BFM Business qui est une chaîne spécialisée en économie. Plus RMC qui est l'une des radios les plus écoutées en France. Oui, avec RTL. même la chaîne sportive. Hein. Et RMC elle-même a lancé RMC Discovery, RMC Discovery Sport, Story, etc. Qui dépendent du même groupe de drive. Et ça veut dire que la télévision, ça rapporte de l'argent. Oui. Parce que si on investit avec ces chaînes de télévision, maintenant BFM a presque une quinzaine de chaînes créées depuis la maison mère, depuis 2005. Ça veut dire que la télévision, d'abord on cherche beaucoup d'audience, on cherche à être présent partout en France. Et BFM, vous l'aurez remarqué, ne s'intéresse pas à l'audience internationale. C'est pas une chaîne qui est orientée vers l'extérieur. Parce qu'il y a des événements, par exemple en Algérie ou ailleurs dans le monde, elle donne l'essentiel, c'est-à-dire elle ne va pas dans le détail. Sauf s'il y a des attentats ou des événements majeurs, là, elle change, c'est normal, ses éditions pour faire des éditions spéciales. Vous qui étiez installé en France et vous connaissez un petit peu le paysage audiovisuel français, est-ce que vous pensez que BFM TV a pris de l'influence par rapport à TF1 ? On se rappelle par exemple en 2017 lors des élections présidentielles, le passage disons l'entrevue des deuxième tours avec les candidats, ils ont été diffusés sur BFM TV et sur TF1, je crois. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ce qu'on appelle le débat contradictoire entre les candidats. Mais il faut savoir que BFM TV maintenant regarde beaucoup plus du côté de CNews que réellement TF1. Pourquoi ? Parce que il y a une concurrence très très serrée entre eux. Il y a une concurrence qui est très serrée. Pourquoi ? Parce que CNews privilégie tous les thèmes qui sont relatifs notamment à la sécurité, l'immigration et d'autres thèmes anxiogènes. Et donc, par conséquent, pourquoi ? Parce que ça a été tout simplement la ligne éditoriale qui a été décidée en 2016-2017 par Bolloré personnellement. C'est lui qui a décidé ça. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, voilà, maintenant je vais choisir un créneau, c'est une démarche marketing, en se disant, il y a 30 à 50% de la population qui est à droite, voire qui vire vers l'extrême droite, je suis donc cette ligne-là. Et je vais servir le discours que les gens sont censés vouloir écouter. C'est la première des choses. Deuxièmement, donc, ils sont amenés à privilégier le quantitatif sur le qualitatif. Et c'est pour ça que de plus en plus, ces deux chaînes se veulent être proches du petit peuple, c'est-à-dire en dehors de Paris, proches de la province. C'est le peuple contre les élites. Et ces élites-là, c'est qui ? C'est les chaînes traditionnelles, TF1, France 2 et autres. Donc, Arte aussi. Arte aussi. Franco-allemande. Oui, tout à fait. Et donc, regardez TF1, ils ne sont plus en compétition avec les grandes chaînes comme TF1 ou France 2, mais plutôt en compétition avec CNews, par exemple. Et c'est ce qui les amène de plus en plus à privilégier notamment et à faire le buzz à travers les sujets clivants. Clivants et des sujets à polémique. Et donc, ça les amène, par exemple, à faire de moins en moins ce travail qualitatif et même la déconstruction critique qui est faite par les journalistes, ils la font de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'ils servent du réchauffé toute la journée et donc ils privilégient le direct sur l'analyse profonde et ils peuvent parfois se faire piéger, comme mon collègue l'a dit, parce qu'ils ne prennent pas le temps de vérifier l'information. Et c'est important. Est-ce que justement CNews, ce qui est étonnant, c'est que moi je suis un petit peu le groupe Canal+ depuis plus de 20 ans, enfin depuis sa création. Canal+ a été créé par André Rousselet, qui était un proche de Mitterrand et qui était de gauche. Mais les dernières années, Canal+ a viré depuis la prise en main de Vincent Bolloré, du groupe Vivendi, de la droite vers presque l'extrême droite. On a viré un petit peu tous les programmes
de liberté de temps, comme Le Petit Journal, Les Guignols, Guignols, Nulle part ailleurs, tous ces programmes qui faisaient un petit peu, donnaient un petit peu la tribune à la gauche, donnaient la tribune un petit peu à l'élite, aux gens, aux artistes notamment, et tous ces gens qui sont délaissés par la France, disons de l'intérieur, et qui aujourd'hui sont carrément exclus du paysage audiovisuel de Canal+. Oui, il y a un cap qui a été pris fin 2016. Oui. Changement de voilà, l'ancienne propriétaire. ITélé, il y a eu presque 90 journalistes qui ont fait Tout à fait, grève qui ont pendant quitté. très longtemps. Ouais. Parce que L'arrivée de Morandini aussi. Voilà, parce qu'ils ont tout simplement, ils étaient contre la nouvelle ligne éditoriale, Ouais. qui allait dans le sens de l'extrême droite carrément. Donc le bras de fer a duré plusieurs semaines et ils ont fini tout simplement par partir. Et c'est à ce moment-là où justement cette chaîne-là a pris un nouveau cap. Pourquoi ? Parce que tout simplement, d'une façon générale, d'un point de vue idéologique, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 à la tête de l'État français, eh ben, il y a un courant néoconservateur très fort qui est venu des États-Unis et qui a tout simplement est devenu au niveau de certains groupes médiatiques, notamment en ce qui concerne les chaînes d'information continue, à son mot, comme avec la Fox News aux États-Unis. La semaine écoulée, le Canard enchaîné, qui est l'une des rares médias encore à avoir une certaine liberté de temps, notamment par rapport aux idées de gauche et de droite, parce que c'est un journal qui critique tout le monde, ce qui fait un peu sa crédibilité, et a consacré un article en une de sa livraison fin novembre, en parlant justement de CNews, en évoquant le rapport qu'il y a entre cette chaîne et l'Élysée. Pascal Prod, qui fait les émissions du matin, je pense qu'avec les professionnels ou quelque chose comme ça, a lu à l'antenne un courrier échangé avec le conseiller mémoire de Macron, et le Canard enchaîné prend le soin de souligner que CNews est devenu Zemmour TV. Parce que c'est vrai que depuis que Zemmour, avant qu'il annonce sa candidature, bien avant, d'ailleurs, il y a quelques années, avait un peu l'antenne à tout moment, antenne libre où il disait ce qu'il voulait, y compris en attaquant tout le monde, en critiquant tout le monde, en usant d'un langage parfois qui tombe sur le coup de la loi par rapport aux questions de la haine. Il a été sévèrement condamné plusieurs fois. Oui, et malgré ça, la chaîne a continué à lui laisser l'antenne, et comme expliquait bien Reda, c'est des chaînes qui ciblent l'électorat, ce qu'ils appellent l'électorat populaire, c'est-à-dire qu'on pense qu'à l'intérieur de la France, dans les communes, dans les campagnes, etc., c'est un électorat de droite. On pense que c'est les agriculteurs, les pêcheurs et les eaux et les chasseurs, etc., votent droite lors des élections. Et il y a une omniprésence des idées de droite dans les médias français ces dernières années. C'est devenu tellement fort que des radios comme France Inter, qui passent pour une radio progressiste de gauche, ou un journal comme Libération, passent pratiquement en deuxième ou troisième classe. Et c'est des idées qui n'ont pas accès à l'antenne, c'est rare. C'est les personnes qui ont des idées autres que l'idée de droite, d'extrême droite, ne viennent à l'antenne que parfois en période électorale. Alors, merci Faisal de nous avoir, à chaque fois, tu as l'art de distribuer la parole, puisque tu as évoqué le cas Éric Zemmour, et ça fait partie d'un des sujets qu'on voulait aborder, c'est la vidéo d'Éric Zemmour qui s'est lancé dans la campagne présidentielle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Officiellement, oui. Vous l'avez vu. Oui. Alors, on dit Éric Zemmour réactive la France littéraire et historique. Alors, avant d'en parler, je vous laisse... regardez la vidéo de l'analyse de Clément Viktorovitch, qui est un roi de la rhétorique sur la télévision, spécialiste de la rhétorique sur les médias français, et qui décrypte image par image la vidéo d'Éric Zemmour. Voilà, c'était l'analyse de Clément Viktorovitch, un champion de la rhétorique dans l'analyse des médias. Alors, première remarque, c'est l'utilisation de la posture de Gaulle, justement, lors de son appel du 18 juin, je crois, c'est ça? Oui, c'est l'appel de Gaulle à la résistance. À la résistance, voilà. Lancé le 18 juin 1940 par la BBC. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a presque le même micro de l'époque, les années 40. Il a copié en fait, il a travaillé sur l'image, sur la forme, sur la forme, un peu mélanger l'histoire et la politique. Oui, mélanger l'histoire. On remarque qu'il utilise aussi une musique particulière, la musique de la 7e symphonie de Beethoven, qui est, je pense, le deuxième mouvement, qui a été déjà à l'époque composé dans une période spéciale, c'était en 1812.
la campagne de Russie menée par Bonaparte, et donc c'était presque une musique funèbre. Pourquoi? Oui. Ça suggère l'idée de la mort. Et dans l'idée développée par Zemmour, il pense que il faut sauver la France parce qu'elle va oui. disparaître. Elle va Il disparaître. a joué sur l'émotionnel. Ouais. Il parle, c'est presque un récit. D'ailleurs, la manière avec laquelle il parle, le ton utilisé, la lecture du texte, etc. Et c'est une forme où il y a beaucoup de noir. C'est un peu sombre comme décor. Ça suggère que la France est menacée, elle va disparaître, et c'est lui le sauveur. C'est un peu le De Gaulle, le nouveau De Gaulle, parce qu'en 1940, c'était celui qui allait sauver la France de l'occupation allemande. Et là, c'est une autre occupation qu'évoque Zemmour, c'est l'occupation, selon lui, bien sûr, par les migrants, les musulmans et les... Alors, les Arabes. la vidéo a été très, très largement vue, plus de 2,5 millions de vues sur YouTube, et qui a été restreinte à cause justement de l'utilisation de plusieurs images de médias, de télévision, mais aussi, surtout de cinéma, donc plusieurs films, dont les films de la Gaumont, comme le film de Luc Besson, Jeanne d'Arc, et Oui. le film de Un singe en hiver de Henri Verneuil. Et la Gaumont l'a un petit peu attaqué. D'ailleurs, pour l'anecdote, Yann Barthès, qui est l'un des ennemis un petit peu de... Il le montre dans la vidéo. Le montre, il le critique d'ailleurs. Oui, hein. oui. Et il lui dit, Monsieur Zemmour, vous commencez bien votre campagne puisque vous allez payer plus de 100 000 euros. Il a fait une étude un peu approximative. Hein. Ouais. 100 000 euros de droit à l'image. Oui, parce que là, la Gaumont l'attaque pour l'utilisation sans son autorisation. Sans son autorisation, Jeanne oui. d'Arc, je pensais Jeune Hiver avec Jean Gabin. Oui, c'est ça. Et il est aussi attaqué, je pense, par France 24 parce qu'il a utilisé France ces 24. images. Il y a aussi LCI qui a décidé Tout à de fait, ne pas tout à fait, diffuser et lui, ils disent qu'il a le droit d'utiliser des images courtes parce que dans le droit d'auteur, je pense, de propriété Pas intellectuelle. plus de 30 secondes. Pas plus de 30 secondes, Ouais. ce qui est vrai. C'était pas plus de 30 secondes, mais maintenant, les gens protestent parce que leur image est associée à un discours de haine, un discours radical, anti-migrant, anti... D'ailleurs, le extrême CSA droite. a Oui. intervenu là-dessus. Oui, et la vidéo donc, a été postée par YouTube. Il n'a pas annoncé sa candidature sur la télévision. Alors que Oui. lui, il habite la télévision. donc C'est il une a- nouvelle démarche parce qu'avant, nouvelle c'était la démarche. télévision. Une nouvelle démarche parce qu'il pense que c'est une démarche moderne, contemporaine. Il s'adresse à un auditoire plus grand que selon lui, hein, ceux qui le suivent à la télévision. Mais c'est son discours qui est à l'intérieur qui est très, très contestable. Et il utilise un peu il se met dans les habits de Gaulle, le sauveur, l'homme qui va sauver la France, en utilisant le discours de Trump, Make America Great Again, redonner de la grandeur à la France, parce que vous avez, le risque était hier, aujourd'hui, demain. Hier, nous étions super bien. Il y avait des Européens, le pays se développait. Maintenant, le pays est occupé. Il utilise beaucoup les images de violence, Tout à fait, oui. évidemment attribuées aux migrants. Et la France de demain sera très très belle. Il y a de la lumière à la fin de la vidéo pour dire que c'est moi qui va rendre la France belle. Donc c'est un discours d'extrême droite populiste, c'est exactement celui de Trump ou de Johnson en Grande-Bretagne. Alors, Reda, à ton avis, qui est derrière disons, ce montage vidéo pour une première entrée en campagne d'Éric Zemmour? En tous les cas, celui qui l'a inspiré. On parle beaucoup de lobby derrière lui, hein, lobby audiovisuel, lobby un petit peu dans le showbiz, etc. On parle aussi, bien sûr, de Bolloré dans cette campagne. C'est fort possible en ce sens que Zemmour ne fait que dire tout haut ce que Bolloré pense tout bas, puisque c'est lui qui a ces idées très très conservatrices. Et donc Éric Zemmour ne fait qu'amplifier ce que Bolloré pense et décide. C'est la première des choses. Deuxièmement, en ce qui concerne le scénario qui a été monté, il n'a pas été bien inspiré. Pourquoi ? Parce qu'il se veut être le sauveur d'une nation qui serait menacée. En prenant exemple avec un fond musical de Beethoven et surtout en nous rappelant la campagne de France en Russie qui avait eu lieu en 1812 et dans sa phase la plus cruciale et qui a débouché sur une débâcle, c'est-à-dire la Bérésina. Oui. La France, c'est la Bérésina. C'était la Grande Armée à l'époque. La Grande Armée, effectivement. Or, la Bérésina, ça marque tout simplement quasiment le début de la fin pour Napoléon. Ce n'est pas le jeune général qui est venu pour sauver la nation française, mais c'est plutôt l'empereur malade et bedonnant qui est au crépuscule de sa carrière en France.
Donc, c'était pas ça qu'il fallait montrer. Combien même il se veut être l'héritier en quelque sorte de Napoléon. D'autant plus que dans sa posture et dans le programme qu'il défend, il n'est ni l'héritier de De Gaulle, ni l'héritier de Napoléon Bonaparte. Il est présenté comme étant un bonapartiste. En fait, non. Il est beaucoup plus proche d'un Benito Mussolini. Je vous rappelle que nous sommes presque en 2022, et qu'en 1922, Mussolini et les chemises noires se sont emparés du pouvoir à Rome. D'accord. Donc, il y a cela très exactement un siècle. Qui va s'allier avec Quel Hitler raccord après, hein. Oui, mais il a une posture qui est beaucoup plus proche des idées que prônait Benito Mussolini et qui, curieusement, à l'époque, Benito Mussolini avait été soutenu par un certain nombre de grands industriels, des industriels italiens du nord de l'Italie pour pouvoir s'emparer du pouvoir, effectivement. C'est-à-dire, c'était et c'est, dans les deux cas de figure, aussi bien avec Mussolini qu'avec Zemmour, c'est l'alliance du grand capital et de l'État. Et à l'époque, Mussolini, c'est un peu celui qui a développé, si vous voulez, l'idée du fascisme. Et d'ailleurs, je rejoins l'idée de Reda, parce qu'il se réclame aussi bonapartiste. De Gaulle, et il essaie de rejoindre, même Pétain, hein, il rend hommage au maréchal Pétain en disant qu'il avait ça, d'ailleurs ça a fait polémique en France. Ça fait polémique. Qu'il avait sauvé les juifs français et pas les juifs étrangers, ce qui, bien sûr, l'histoire a démenti entièrement. Et ce qui est curieux, c'est que Pétain avait condamné à mort le général de Gaulle qui était à Londres. Il avait dégradé. Et il avait condamné à mort en saisissant ses biens. Alors que lui, Zemmour, il veut, si vous voulez, rassembler les deux. Alors que c'est pas possible. Et les termes utilisés, les mots utilisés, d'ailleurs c'est une phrase qui a été beaucoup reprise dans les analyses en France, c'était « il ne faut pas réformer la France, il faut la sauver ». Parce que pour lui, la France, elle est terminée. Si lui s'il n'est pas élu président, la France va aller en déclin. D'ailleurs, à chaque fois, il dit « vous », pour interpeller les consciences, et utilise bien sûr les théories de la peur. Non, c'est la théorie des pouvoirs et la théorie de la dépossession. Il peut dire en français, ces migrants qui sont venus pour vous prendre votre pays. D'ailleurs, il dit, vous marchez dans la rue, vous ne reconnaissez plus votre pays. C'est un peu ce que disait déjà à l'époque, effectivement, à l'époque de Mussolini, toutes les théories qui étaient développées entre les deux guerres en Europe. Voilà. Ben merci les amis pour cette grand tour d'horizon sur les médias français, mais aussi un média israélien. On voudrait clôturer cette émission pour rendre hommage à l'agence Presse Service, l'agence algérienne d'information, qui a fêté justement le 1er décembre, c'est 60 ans de la création, 60 ans d'anniversaire, avant de montrer un extrait justement du documentaire qui a été consacré à l'histoire de l'APS. Je voudrais que vous me dites, notamment Faisal, parce que tu as travaillé beaucoup avec l'APS, notamment en collaboration avec les journalistes et traiter les dépêches APS, c'était notre premier métier, c'est bâtonner les dépêches de l'APS. Aujourd'hui, le rôle de l'APS, est-ce qu'on doit passer à l'audiovisuel, on doit passer au digital? Oui, je pense, oui, comme toutes les agences du monde maintenant vont vers l'image, vers la vidéo. C'est un peu le cas de l'AFP, de Reuters, Associated Press qui a sa propre régie de télévision, UPI aux États-Unis, l'agence Sputnik en Russie et les autres agences. Effectivement, il faut aller vers ça. Et je pense que l'APS, à mon avis, la chaîne YouTube de l'APS doit fournir plus en images, plus en sonore et en extrait, parce qu'il y a parfois de l'actualité qui est rapide. Et c'est une machine qui va être, je pense, doit être renforcée par des équipes. Et également, pourquoi pas une station radio, que l'APS ait ses propres stations, plusieurs stations radio. Une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision, pourquoi pas aussi, parce que maintenant, toutes les agences vont vers ça et la compétition est devenue de plus en plus difficile. Bien sûr, avec des enjeux géostratégiques, politiques, avec ce qui se passe dans la région arabe, la région africaine, le rôle de l'agence devient de plus en plus important, à mon avis, dans tous les services, économie, digital, politique, culture, etc. Et on a déjà parlé dans une précédente émission de la nécessité d'une présence de l'agence APS, Algérie Presse Service, dans le continent africain, avec travers des bureaux qui fournissent et qui produisent de l'information. Alors, avant de donner la parole à Reda et conclure cette émission, je voudrais vous montrer un extrait justement
du documentaire sur l'histoire de l'APS qui a été, je rappelle, créé le 1er décembre 1961 à Tunis. بما يعادل 500 برقية إخبارية تتنوع بين اللغتين العربية والفرنسية، تغطي وكالة الأنباء الجزائرية الأحداث يوميا وطنيا ودوليا. يسهر على ذلك قرابة 500 موظف بين صحفي ومترجم وتقني وإداري. كانت مطلبا يخدم الشعب والثورة. من أرض تونس نطقت وكالة الأنباء بلسان جزائري مبين لدعم حبل الثورة المتين ضد المستعمر اللعين. في الفاتح ديسمبر من العام 1961 ظهرت وكالة الأنباء الجزائرية لأول مرة من شارع المقاولين لتسمع صوت الجزائريين وتظهر الوجه الحقيقي للمستعمر أمام العالم أجمعين. Voilà, c'était les premières images de la création de l'APS. Reda, aujourd'hui, quel rôle pour une agence de presse dans le monde digital et audiovisuel? Oui, je pense qu'elle devrait davantage se rapprocher des catégories les plus jeunes de notre population, de manière à investir notamment les réseaux sociaux. C'est la première démarche qu'elle doit poursuivre. Et puis deuxièmement, ça serait bien qu'elle puisse éventuellement avoir une plus grande visibilité, ne serait-ce qu'au niveau du continent africain, notamment dans la zone francophone et pourquoi pas la zone anglophone, de manière à faire connaître davantage plus l'Algérie officielle. Oui, voilà. Tout à fait. Ben, merci mes amis pour cette émission consacrée aux médias en Europe, mais aussi en Algérie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet tout aussi intéressant sur le monde des médias et de la télévision. Bonsoir.